Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert pour la vidéo du samedi matin où ensemble on va parler des jeux de société qui sont sortis. Les sorties de jeux de société, c'est le vendredi, donc on fait ça le lendemain. Une petite sélection des jeux donc qui sont sortis. Évidemment, on va pas parler de tout, c'est vraiment quelques jeux qui m'intéressent. Soit parce que j'ai déjà joué et ça me plaît, soit parce que c'est des jeux qui me donnent envie, en tout cas, de les essayer. Alors ce que je vous propose de faire, c'est d'aller voir, comme d'habitude, sur MyLudo. Comme ça, on a les sorties dans un certain ordre et on peut aller voir toutes les infos donc qui correspondent à ces jeux-là. Hop, pour le premier jeu, on va y aller direct avec ce très gros jeu Civolution, donc qui sort chez Deep Print Game. C'est un jeu de Stefan Feld et illustré par Dennis Lausen. C'est Matago qui le localise en français. Donc il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans, 90 minutes à 180 minutes de partie. Gros jeu, carrément expert, qui a été, donc on l'a vu là, nommé au Diamant d'Or. Alors du coup je me suis en train de me demander s'il a été, si c'est lui qui a remporté le jeu. Deuxième au Diamant d'Or, donc cette année. Donc très gros jeu de, comme son nom l'indique, de civilisation, dans lequel on va lancer des dés, et ces dés-là vont nous permettre de faire des actions en fait suivant l'association des deux valeurs de dés. Donc il y a je ne sais plus combien d'actions possibles. Vous voyez que toutes les cases comme ça, en fait, ce sont des actions qui sont possibles. Tout simplement, comme dans beaucoup de jeux de civilisation, il va falloir eh bien tout simplement s'améliorer, également donc s'agrandir. Alors, on voit qu'il y a un plateau principal avec chaque joueur va avoir une couleur en particulier. Sur un plateau principal qui va être amené, j'imagine, à être modifié. Alors oui, j'imagine parce qu'effectivement je n'y ai pas joué. Je pense pas que j'y jouerai, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était quand même une sortie qui était plutôt intéressante sur ce gros type de jeu de Civolution. Donc le plateau principal, voilà, qui va être, j'imagine, amené à évoluer, à être modifié, à changer, suivant les actions des joueurs. Gros jeu, ouais, effectivement, il y a beaucoup de règles de jeu. Après, je n'y ai pas joué, comme je vous disais, donc on va pas rester plus longtemps que ça sur Civolution. Hop, donc ça y est, c'est sorti hier. On va rester chez Matago du coup parce que Matago nous propose également ce jeu solo Conservas à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Un jeu qui est sorti donc hier aux alentours de 35 €. Et c'est un jeu solo moi qui me donne quand même envie parce que j'aime beaucoup l'illustration, la thématique est originale, rigolote. C'est un jeu de Scott Ames, illustré par, on le voit, George Tabanera Redondo, et avec un graphiste João Duarte Silva. Moi je vois cette couverture de jeu, j'ai envie d'y jouer en fait. Malheureusement je ne joue pas au jeu solo. Et il n'y a pas de mode de 2 joueurs ou plus, c'est vraiment un jeu solo. Et c'est vraiment quand même un gros jeu. Solo, en tout cas c'est une grosse boîte. Le matériel du jeu n'a pas l'air si gros que ça, avec un espèce de carnet, des cartes, donc j'imagine qu'on va devoir aller pêcher pour remplir des objectifs, donc des commandes, peut-être probablement faire des recettes, enfin j'imagine en tout cas des conserves, tout simplement pour pouvoir les revendre. Donc à savoir, je n'y ai pas joué encore une fois, donc ce ne sont que des suppositions, mais en tout cas voilà, le matériel, l'idée, en tout cas la thématique me plaît beaucoup. Ça m'intéresserait de voir un petit peu comment ça tourne et comment ça fonctionne. Donc c'est chez Matago pour la version française, sinon c'est un jeu édité par Salt and Pepper Games, c'est un jeu de Scott Helms, comme je disais, et George Tabanera Redondo. J'ai quand même bien envie de l'essayer. En tout cas de voir une partie peut-être sur les réseaux sociaux, voir comment ça tourne. Alors celui-ci, Double Seven, ça c'est ma... Alors
cette semaine, il va y avoir deux recommandations, deux très grosses recommandations. La première, c'est Double Seven. Je l'avais découvert à Vichy en septembre dernier. Mais juste comme ça. À Cannes, on a pu faire quelques tours comme ça pour voir un petit peu ce que ça donnait. J'avais dit, pas mal ça me tente bien, ça me plaît bien. Eh bien ça y est, il est sorti, il est là. Et ça c'est donc une des recommandations de cette semaine, c'est excellent. C'est plutôt familial, puisque c'est du 8+. Il se joue donc de 2 à 4 joueurs, des parties qui sont relativement assez courtes, 20-30 minutes. C'est à peu près ça. Donc c'est chez Tiki Édition, c'est un jeu de Michael Schatz et illustré par Christine Alcouf, distribué en français par Néoludis, aux alentours d'une petite trentaine d'euros. Et alors celui-ci, bon bah alors là pour moi c'est direct un 8. J'ai adoré, les parties sont courtes, donc on en a fait quand même déjà pas mal. À 2 ça fonctionne super bien, à 4 pareil. C'est génial. Dans ce jeu, donc, on va faire des collections. Donc, on a toute une espèce de des espèces de dominos comme ça qui sont donc tous face cachée, donc leur face blanche, tous répartis au centre de la table. À mon tour de jeu, je vais piocher un certain nombre de dominos pour les mettre sur mon petit chevalet et je vais essayer donc de créer des familles. Une famille commence à partir de 2 dominos identiques. Il y a même un domino joker, hein, le trèfle, qui nous permet donc de créer des familles avec un trèfle. Donc c'est plusieurs actions que je vais pouvoir faire. Donc tout simplement la première c'est créer une famille à partir de 2 dominos. Donc je prends mes 2 dominos identiques que j'ai dans mon chevalet, je les pose devant moi pour commencer ma famille. Je vais pouvoir également échanger. C'est-à-dire que par exemple là, ces 2 dominos de renard, je vais pouvoir les échanger avec 2 autres dominos d'une autre famille chez un adversaire. Ce qui va me permettre de récupérer peut-être, je ne sais pas, 2 oiseaux comme ça. Et si dans mon chevalet, j'ai une troisième tuile oiseau, eh bien je vais pouvoir agrandir une famille que j'ai devant moi. Donc ça va être tout un tas d'actions, de petits combos qui vont se faire entre je crée une famille, je l'échange et j'agrandis ma famille. Voilà. Et donc à partir du moment où une famille arrive à 7 tuiles, donc j'appelle ça des dominos, c'est pas des dominos mais des tuiles en tout cas, à partir du moment où une famille atteint 7, eh bien je prends un jeton, 7 points, qui me rapportera un point supplémentaire à la fin de la partie. Dès qu'un joueur réussit à faire 2 7, donc 2 7, donc double 7, la partie s'arrête, on va tout simplement compter les points. C'est tout simplement un point par tuile qu'on a devant soi. C'est ultra efficace, ça marche super bien. Là, je vous ai pratiquement expliqué les règles. Vous pourrez presque être capable de jouer. Il y a des petites nuances de règles, mais c'est ultra simple, c'est ultra addictif. C'est pour moi vraiment une grosse recommandation de sortie de jeux de société cette semaine. Donc chez Tiki Édition, c'est dans la même gamme que le Perfect World, qui est, bah ici, je peux peut-être même vous l'attraper, hop là, puisque c'est toujours illustré par Christine Alcouf, et Lucky Numbers que je n'ai pas ici, et on est vraiment dans cette gamme de jeux, pourtant avec des mécaniques très différentes, même si Double 7 pourrait peut-être plus s'apparenter à Lucky Numbers, un petit peu dans les sensations. Perfect World, lui, est un jeu un petit peu plus, on va dire, entre guillemets, cérébral, mais bon, c'est vraiment pas compliqué, le jeu de lettres et de mots qui a été nommé aux As d'Or. Voilà, donc Double 7, vraiment très bon, très belle recommandation. J'ai vraiment adoré. Franchement, toutes les parties, je trouve ça génial. Ça m'amuse vraiment. Que ce soit à 2 ou à 4 joueurs, les scores sont toujours quand même relativement assez serrés. C'est pas, il y en a un qui se fait complètement distancer. Non, c'est vraiment des scores à 1, 2, voire 3 ou 4 points grand maximum, en sachant qu'on fait après aux alentours de une petite entre 25, 30, 35 points grand maximum, j'imagine, hein, en tout cas pour les parties qu'on a faites. Et donc c'est toujours très serré, donc il suffit de une tuile de différence des fois pour faire donc justement la différence, et c'est vraiment très
très bon. Moi, c'est vraiment... Double Seven, c'est une de mes recommandations de cette semaine. Et même un gros coup de cœur de jeu de société du moment. Voilà pour Double Seven. Hop. Je regarde un petit peu parce que du coup j'ai loupé quelques commentaires. Et salut Ludy Chloé, bienvenue. Je remonte un petit peu. Salut Tony, bienvenue. Alors Ludicieux, tu nous dis solo, malheureusement pas pour moi. C'est dommage, hein, je pense que tu parlais de Conservas, effectivement ça donnait quand même très très envie. Alors que c'est bon, on a enchaîné 6 parties et on va rejouer cet après-midi. J'imagine tu parles de Double Seven. C'est ultra addictif, hein, Double Seven. C'est vraiment... c'est tellement d'une efficacité que franchement tu peux facilement enchaîner au moins 2 parties. En plus c'est pas très long, donc... le matériel, alors effectivement, je vais quand même vous montrer parce que c'est quand même des tuiles, des dominos, et je dis dominos parce que ça fait vraiment penser donc à des dominos puisque c'est vraiment des tuiles en acrylique. Donc effectivement, on l'entend, voilà. Donc elles sont quand même relativement assez épaisses, c'est des tuiles qui sont en acrylique. Hop, tout ça dans le sachet. Nos petits chevalets, ils sont là, dans lequel on va insérer nos tuiles, nos dominos. Voilà. Donc c'est vraiment, j'adore, excellent. C'est typiquement ça, ce que j'aime. Hop là. Alors, voyons voir. Un jeu fédérateur, ouais, c'est vrai que c'est une belle, une belle description du jeu fédérateur. C'est vrai que t'as forcément ultra accessible, donc que ce soit pour les joueurs novices ou pour les joueurs un peu plus, on va dire initiés, c'est tellement efficace et immédiat que tu peux facilement jouer. Il y a aucun problème. Alors 35 points, peut-être que j'exagère, je me souviens pas exactement des scorings. Je ne sais pas si on est arrivé, en tout cas, aux 35 points. Allez, hop, on va passer... au jeu suivant, pardon. Découverte, en préparant ce live, Haru Ichiban, voilà, qui arrive de nulle part. C'est un jeu, et pourtant... Et c'est quand même, alors on le reconnaît de suite, hein, je pense que vous l'avez reconnu aussi également assez rapidement, les illustrations. Moi c'est ce qui m'a marqué en premier, j'ai dit tiens c'est bizarre, on dirait du Vincent Dutrait. Eh bien effectivement c'est du Vincent Dutrait. Et la mécanique, c'est Bruno Catala. Donc on est sur un duo d'auteurs et illustrateurs, Bruno Catala, Vincent Dutrait. Là je pense qu'on est quand même à un niveau... du jeu de société assez haut, et édité par Offline Edition, qui n'a absolument pas du tout communiqué. Du coup, moi, je le découvre hier. Haru Ichiban, un jeu donc abstrait, même s'il y a une thématique, ça reste des mécaniques abstraites. La photo est toute petite, là, on voit pas. Déjà, le jeu se présente dans un tube en métal avec un tapis en néoprène et plein de jetons en acrylique. Éditorialement, c'est magnifique, c'est ultra soigné, ça donne vraiment très très envie d'y jouer, ne serait-ce que déjà de voir la boîte et même le matériel sur la table. Et donc c'est un jeu abstrait dans lequel on va avoir des fleurs devant soi, donc les jaunes ou les rouges. Ces fleurs sont toutes numérotées secrètement, évidemment. On va en choisir 3, je crois. Et sur ces 3-là, on va en choisir une pour pour la manche. Alors, il y a une histoire de valeur, je ne me souviens plus exactement. Soit c'est la plus petite, soit c'est la plus grande valeur, qui va nous permettre en fait de modifier. Alors, c'est dommage qu'on voit pas. Peut-être que je pourrais me mettre sur une photo ici. Sur une photo comme ça. Est-ce qu'on la verrait mieux? Là, j'imagine qu'on voit peut-être mieux. Donc, suivant la valeur de la fleur, eh bien, la valeur la plus haute, je pense, va pouvoir déplacer un nénuphar. La valeur la plus basse va pouvoir donc poser sa fleur sur un nénuphar. Je crois que c'est à peu près ça. Tout simplement, le but étant, eh bien, de réaliser des
des motifs avec ces nénuphars là. Donc tout simplement soit une ligne droite, soit un carré, soit un L peut-être il me semble, enfin des pièces de on va dire polyomino assez classiques, mais voilà, tout va être dans la nuance de qui va prendre un petit peu l'initiative, donc c'est-à-dire le Haru Ichiban, qui en fait veut dire le premier vent du printemps, je crois, en japonais, et c'est ce premier vent du printemps qui va permettre de bouger les nénuphars sur l'étang. Et c'est donc celui qui a l'initiative qui va pouvoir bouger cet étang, mais celui qui n'y a pas l'initiative va positionner une de ses fleurs. Voilà. Le premier joueur qui arrive à 5 points remporte la partie. Donc c'est du jeu abstrait, voilà, mais avec une thématique très jolie, des illustrations évidemment de Vincent Dutrait magnifiques, et après l'assurance quand même d'un jeu de qualité puisque c'est un jeu de Bruno Cathala. C'est marrant parce que là, vous voyez sur les scorings 1, 2, 3, 4, 5, on reconnaît mais exactement les scorings, en tout cas la rage dans After Us. Je sais pas si vous venez dans After Us, il y a les plateaux joueurs, on a le niveau de rage. C'est vraiment représenté comme ça, d'ailleurs. Ouais. Donc celui-ci, voilà, le Haru Ichiban, qui arrive sans crier gare. Donc il se joue que à 2 joueurs à partir de 8 ans, des parties 30 à 60 minutes. C'est quand même... c'est pas si court que ça, hein. C'est vraiment, on sent bien qu'il y a une stratégie et que il va y avoir vraiment de l'affrontement, je pense, hein. On va pas se laisser faire avec toutes ces manipulations de jetons, en tout cas de nénuphars. Mais voilà, donc c'est très beau. Éditorialement, c'est franchement au top. Bruno Cathala, Vincent Dutrait, je veux. Voilà. J'ai vraiment envie de jouer à ce jeu et vraiment j'ai envie d'avoir ce jeu. Ne serait-ce que par le packaging et tout le reste. Voilà, donc Haru Ichiban, eh bien c'est sorti hier. Là, je n'ai pas le prix, voyons. Alors, Playing ne l'ont pas. Ludum, c'est aux alentours de 20 €. Franchement, pour le matériel, 20 € parce que ça, c'est un tube en métal. Le plateau, c'est un tapis en néoprène. Les jetons, ils sont tous des jetons en acrylique transparent. Donc, vraiment, 20 € pour ce jeu-là, pour jouer un jeu à 2. Vous pouvez y aller, je pense, sans aucun problème. Hop là. Alors, à bientôt, Tony. Salut, merci d'être passé. Je pense que tu es déjà parti, mais c'est pas grave. Donc tu deviens le petit jardinier ou le grand jardinier avec des pouvoirs différents, si j'ai bien compris. Voilà, suivant l'initiative en fait que tu as par rapport à la fleur que tu as choisie, tu vas pas avoir les mêmes actions, mais on va pas rentrer trop effectivement dans les détails puisqu'on n'y a pas joué, donc je peux pas vous expliquer exactement. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment typiquement un jeu en duel, un jeu abstrait dans lequel on va déplacer des nénuphars pour tenter de réaliser des formes, des patterns en fait, si vous voulez. Voilà pour Haru Ichiban. Un tout petit jeu chez Matago, dans la gamme des Nano Game. Nut, fini de glander. J'aime beaucoup cette gamme de Nano Game que j'ai hop là, juste devant moi ici. Toujours prêt et à disposition. Il y avait Bog, Dig et Mad. Je sais, je vous les montre à l'envers, mais c'est pas grave. Mad, bon, celui-ci, je l'avais peut-être un peu moins aimé, mais Dig et Bog, c'est des toutes petites cartes, en fait, dans ce format-là, ça marche très bien, c'est très simple, c'est très rigolo, c'est immédiat. C'est des parties de peut-être 10 minutes, grand maximum, et voilà, pour la proposition d'un petit jeu comme ça à 5 €, franchement, ça marche plutôt pas mal. Donc, un nouveau arrive, c'est toujours un jeu de Chris Andy chez Matago dans leur gamme Nano Game aux alentours de 5 €. Là, dans celui-ci, tout simplement, on incarne des écureuils et on va essayer de collecter en fait des glands de différentes couleurs. C'est une espèce on va essayer de créer des zones avec des cartes qui ont 3 glands
de couleurs différentes, et quand on va les positionner, on va essayer de créer des zones. À la fin de la partie, on va marquer les zones les plus grandes d'une couleur en particulier. C'est-à-dire que la plus grande zone de violet que je vais va me rapporter tant de points. Pardon, les jaunes, les rouges, etc., etc., suivant que les glandes de couleurs soient adjacentes, etc., etc. Donc je n'y ai pas joué, mais c'est vraiment ça me donne quand même envie. J'aime beaucoup cette proposition des nanogames. Alors il se joue de 2 ou 3 joueurs à partir du 10 ans, des parties d'environ 15 minutes. Je le mets dans ma wishlist, tiens d'ailleurs, et ben je l'ai déjà mis. Donc, Note chez Matago est sorti dans la gamme Nanogame. Je vous ai parlé de 2 recommandations. La première, c'était Double Seven. La deuxième, la seconde, c'est Opération Zèbre. Celui-ci, c'est pareil, c'est un jeu, c'est vraiment une évidence. Pourquoi c'est pas sorti avant? Pourquoi personne n'a eu l'idée avant? Bon, ben ça, c'est tout le truc des idées, en tout cas des auteurs de jeux. Et ben là, franchement, il nous arrive quelque chose. Vous le voyez probablement depuis quelque temps, notamment sur les réseaux, sur Instagram. C'est un jeu de culture générale dans lequel on ne passe pas pour un débile. Et oui, parce que souvent dans les jeux de culture générale, on vous pose une question. On a l'impression que tout le monde connaît la réponse, donc on passe pour un débile parce que nous, on sait pas. Et bien, dans Opération Zèbre, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que même si vous ne savez pas, eh ben, vous passez pas pour un débile parce que vous ne pouvez pas forcément deviner. C'est-à-dire que tout le monde va avoir les mêmes informations. Et ces informations, il va falloir essayer de trouver la réponse. Je vais m'expliquer plus clairement. Dans la boîte de Opération Zèbre, vous avez des fiches, des cartes. Voilà, par exemple, là, on va chercher une ville, là, on va chercher un personnage. Tous les jours, alors, c'est un jeu de culture générale, c'est en coop. Je vais passer sur les détails de règles par rapport aux points, etc. Je vais vous expliquer vite fait le principe. Donc dans Opération Zèbre, c'est un jeu de culture générale en coop dans lequel tout le monde va jouer en simultané. On reçoit tous une carte comme ça, donc de différentes couleurs, il y a différents thèmes. Par exemple, moi j'ai cette carte-là. Je vais lire ma carte dans ma tête, hein, voilà. Et chaque ligne, je vais vous la montrer, par exemple celle-ci, je vais me mettre en gros plan, comme ça sera peut-être plus clair, même si j'imagine, vous avez déjà vu sur les réseaux. Donc là, par exemple, voilà, moi j'ai cette carte-là, ville, donc j'ai plein de lignes, vous voyez, donc cette ville de l'Est de la France, je lis pas, hein, j'ai pas les lunettes, bon bref, peut-être que vous lisez. Ninana, vous voyez, c'est la description en fait de la ville. Et en bout de chaque ligne, vous avez une valeur comprise entre 0 et 4, même des fois, il me semble que des fois, il y en a un petit peu plus. Donc, je vais devoir faire deviner la réponse, hein, c'est Strasbourg, mais bon, c'est pas très important pour la démonstration. Je vais devoir faire deviner Strasbourg à mes coéquipiers. Comment je vais faire? Eh bien, je vais devoir leur lire la description de ma carte. Mais pas si simplement, parce que si je fais la lecture de toute la carte, eh bien, je vais marquer des points de suspicion. Et je ne veux pas avoir de points de suspicion. Ce sont les points qui sont marqués donc au bout de la ligne, vous voyez? Ou pas? Donc le 1, le 0, etc., etc. Le but, c'est de ne pas avoir de points de suspicion, ou d'en avoir le moins possible, parce que les points de suspicion, on va les noter sur cette carte de scoring. Si jamais on coche tous les points de suspicion, eh bien on a perdu. Donc il va falloir essayer de garder des phrases qui ont le moins de points de suspicion possible, pour pouvoir faire deviner. Donc tout simplement, eh bien je vais prendre mon marqueur, que j'ai dans la boîte, et je vais rayer les lignes. Donc par exemple, moi,
ma stratégie, vu qu'il y a des fois des lignes qui sont à 4 points de suspicion, c'est beaucoup. Donc, par défaut, je me dis, hop, allez, 4, je raye. Donc, je vais rayer toutes les phrases que je trouve que ça donne beaucoup trop de points de suspicion. Vous vous doutez bien que plus une phrase donne des points de suspicion, plus ça va donner d'indices, effectivement, pour deviner, pour trouver la réponse, en fait. Donc, par exemple, une carte pourrait... Là, je fais au hasard. Hein. Une carte. Donc ça, tout le monde fait ça en même temps. Lit sa carte, regarde les points de suspicion et va rayer en fait les certaines informations. Une fois que tout le monde a fait ça, alors on va compter en points le nombre de points de suspicion qu'il reste en fait sur la carte. Donc là, par exemple, moi sur ma carte, j'ai 1, 2, 3, 4. C'est beaucoup, mais bon, je me dis, moi j'ai 4 points de suspicion, je peux pas faire moins, sinon ça veut plus rien dire, etc., etc. Donc on va prendre la fiche de score, on va mettre 4 coches, il y a plusieurs niveaux, hein, suivant si on joue facile ou pas. Donc je vais mettre 4 coches de points de suspicion. Tous les joueurs vont faire ça en même temps, donc ça va permettre de dire, attends, toi t'as que 2 points, donc peut-être que moi je peux rajouter un point de suspicion. On va essayer vraiment de jouer en coop là-dessus. Et à ce moment-là, à tour de rôle, les joueurs deviennent donc lecteurs de leurs cartes, donc ils vont lire. Et bien voilà, cette ville de l'Est, de là, c'est l'une des 3 capitales, et Luxembourg, siège du France, est réputé. Donc en fait, quand on va lire notre carte, on va lire la carte telle qu'elle est sur la carte. Tout simplement, on va devoir respecter la ponctuation. Donc vous voyez, la phrase que je viens de vous lire, c'est pas du tout français. Ça ne veut rien dire, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas forcément la bonne ponctuation au bon moment. Mais c'est justement, le but, c'est justement, comme j'ai rayé des informations, eh bien la carte ne veut plus vraiment dire grand-chose, elle n'a plus réellement de sens. Les autres joueurs vont devoir tout simplement essayer de deviner, eh bien, de quelle ville je parle. Donc j'ai laissé des informations qui me semblent être importantes pour trouver la ville, en tout cas la réponse à la question. J'ai rayé des informations qui me semblaient pas pertinentes, ou en tout cas mais qui donnaient trop de points de suspicion, etc., etc. Il faut décoder le sens, on est des espions. Voilà. Alors oui, il y a une thématique, effectivement, on est des espions. Toutes les cartes, ce sont des dossiers secrets qu'on va tenter donc de crypter et que les autres joueurs vont devoir décoder. Voilà. Eh bien, c'est ça qui est très intéressant dans ce jeu, c'est que déjà, tout le monde va jouer en même temps avec sa fiche et on va rayer des informations, et une fois qu'on a fait ça, tout le monde en simultané. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de temps mort. Et après, donc chaque joueur va devenir lecteur, va lire sa fiche, et tous les autres joueurs vont tenter de deviner, eh bien, la réponse à ma question. Et ce que je disais en début, donc, c'est que on n'a pas l'impression de passer pour un teuteux, parce qu'en fait, ça reste accessible à tout le monde. C'est par exemple, cette ville de l'Est, c'est l'une des 3 capitales, et Luxembourg, siège du France, est réputé. Bon, mais même si t'es calé en géographie, t'as pas toutes les informations, donc il va falloir peut-être que tu fasses un petit peu par déduction, par élimination, avec le peu d'infos en fait que ton partenaire t'a laissé. Donc même si tu connais pas exactement, tu te dis, bon ben une ville de l'Est, quelle ville de l'Est pourrait être une des 3 capitales? Il parle de Luxembourg, il parle d'un siège du quelque chose, alors on sait pas de quoi, hein, mais bon, et est réputé, donc il doit y avoir quelque chose, donc voilà, bon. Là, c'était Strasbourg. Et si vous voulez, je peux vous dire là, enfin, je vais pas vous la lire en entier, du coup, si, peut-être avec les lunettes. Donc, cette ville de l'Est de la France, 8e plus peuplée du pays en 2021, est bordée par le Rhin et frontalière avec l'Allemagne. Son centre, situé sur une grande île, est inscrit à l'UNESCO, notamment le quartier de la Petite France, avec ses maisons à colombage. C'est l'une des 3 capitales européennes avec Bruxelles et Luxembourg. Siège du Parlement européen, son marché de Noël est l'un des plus anciens de France et réputé.
Donc là, avec toutes les informations, oui, on arrive à trouver, j'imagine, Strasbourg. Mais ça fait beaucoup trop de points de suspicion. Donc voilà, donc là c'était sur la thématique d'une ville. On peut également avoir des personnages historiques ou on va dire fictifs. On va avoir également des films et des séries. C'est ça qui est drôle, évidemment. Voilà, des films, donc des films très anciens au contemporain. Là, par exemple, on pourrait tenter de deviner le film Rocky. Derrière, bah, c'est une célébrité. Par exemple, pour cette carte-là. S'il veut, il veut pas, c'est pénible. Hein. Maria Callas, bon, voilà. Hein. Y a des séries aussi, c'est ça qui est rigolo parce que les séries on est quand même assez fort généralement, mais ça reste des thèmes qui sont assez accessibles pour tout le monde, même si vous n'êtes pas forcément doué en culture générale, vous arrivez quand même à vous en sortir au niveau des films et des séries, même si vous n'avez pas vu le film ou la série. L'histoire, en tout cas le pitch, ça vous parle toujours quand même un petit peu. Donc, Opération Zèbre, un jeu de culture générale qui se joue extrêmement bien à 2 joueurs également, jusqu'à 12 joueurs de culture générale pour, même si vous n'êtes pas forcément doué en culture générale, ça marche aussi très bien. C'est la deuxième recommandation de cette semaine, Opération Zèbre. Tellement simple, drôle en même temps parce que tu vas lire tes cartes, tu te dis mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, je ne comprends rien. Et en réfléchissant un petit peu par élimination, déduction, tu vas quand même réussir à trouver en fait de quoi ton partenaire parle et essayer donc de deviner. Donc Opération Zèbre, voilà, tu règles tes lignes pour trouver la réponse à la question. C'est il y a un mode de jeu compète. Je savais même pas, tu vois, on n'a pas fait à chaque fois, on l'a toujours fait en mode coop en fait. Mais je savais pas qu'il y avait un mode compète. Donc voilà pour le film. Vous voyez, là par exemple, vous pouvez jouer Phil Connor, un présentateur en reportage annuel sur une journée sortie en 1993. Ce film est porté par l'acteur. Voilà. Vous avez uniquement ça comme information. Au niveau des points de suspicion, on a 1, 2, 3, 4. On a 4 points de suspicion. Ça va, c'est une moyenne. Mais par contre, vas-y, pour trouver le nom du film, puisque là, il est flouté, c'est quand même pas facile. Hein. Moi, je l'ai pas, perso. Phil Connor, ça me dit rien. Terminator? Ben, il n'y a pas un présentateur en reportage annuel. C'est Sarah Connors. Sorti en 93. Ce film est porté par l'acteur, on sait pas. Un reportage annuel, je sais, moi je l'ai pas, perso. Là, si tu me donnais que ça comme information, si vous l'avez dans les commentaires, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, donc territoire, personnage, série. Il y a plein de petits modules supplémentaires. Pour l'instant, je vous avoue qu'on les a pas testés. Des modes de jeu différents. Nous, on s'amuse très très bien avec le mode coop tout simple. Avec ces cartes-là, tout simplement, on va cocher le nombre de suspicions pour tenter de trouver les bonnes réponses. Voilà pour Opération Zèbre, il a un 7,5 et se joue donc de 2 à 2 joueurs, de 2 à 12 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. Voilà, vous jaugez plus ou moins le temps que vous voulez y passer. 14 ans et plus, oui, parce que c'est quand même un jeu de culture générale, donc bon, les plus jeunes pourraient peut-être être un petit peu... voilà, ne pourraient pas forcément répondre. Vous pouvez le remporter en ce moment sur jusqu'au 6 avril, donc jusqu'à demain sur MyLudo en l'ajoutant à la wishlist. Sur Instagram, j'avais fait un concours pour tenter de le gagner et il me semble qu'il y a d'autres joueurs sur Instagram qui également proposent un concours pour gagner Opération Zèbre. Il me semble que la toile de jeu le propose en concours. Donc allez sur Instagram, cherchez la toile de jeu, abonnez-vous et suivez son compte et je pense qu'il est toujours en cours.
Donc, Big Moustache Games, c'est un jeu de Lenny Landreau, qui est donc l'auteur et également l'illustrateur de ce fabuleux jeu de culture générale et de quiz en coop, en compétitif également, de 2 à 12 joueurs. Et j'insiste sur le fait que à 2, ça fonctionne très très bien en fait. On s'amuse vraiment bien même à 2 joueurs. Voilà pour Opération Zèbre. Allez. Prochain jeu. Tsukiji Market, c'est après les nano games, les tout petits jeux comme ça, il y existe aussi, donc vous savez, chez Matago, les micro games qui sont dans des petites pochettes comme ça. Celui-ci, ça va être un jeu de collection dans lequel on va tout simplement bien acheter des poissons ou en tout cas des fruits de mer pour remporter des points. Seulement, il y a, il me semble, un petit système, alors d'enchères, mais pas exactement, mais ça a l'air d'être plutôt rigolo puisque il va y avoir donc 2 cartes poissons qui vont être mises aux enchères et les joueurs vont faire des enchères non pas avec des cartes ou avec des billets ou avec quoi que ce soit, mais en faisant une espèce de Shifumi. C'est-à-dire que il y a sur la présentation du jeu, elle est pas très très bien. Normalement, cette carte-là, c'est la carte balance avec les 2 poissons qui sont mises de part et d'autre du jeu. Donc là, admettons, il y avait ce poisson qui rapporte 1 point et ce poisson qui rapporte je ne sais pas. Bref, il va y avoir une enchère pour dire, eh bien, moi, je veux choisir en premier, donc je vais mettre Shifumi, donc 2. Par exemple, je donnerai 2 pièces, mais c'est virtuel en fait. Et donc mon adversaire, lui, s'il a mis que 1, ou s'il a mis que 3, ou 4, ou 5, etc., bon, celui qui a mis la plus grosse enchère va pouvoir aller se servir en premier du poisson. L'autre joueur récupère donc le poisson qu'il n'a pas voulu, etc. On va créer donc des collections. Et moi, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est les illustrations. Alors c'est bête, mais je trouve ça très rigolo. Et c'est bien dommage qu'on n'en voit pas plus. Donc c'est pour ça qu'on va peut-être aller voir. Il n'y en a pas plus non plus ici. Et ici, ouais, bon, c'est toujours les mêmes illustrations, ok. Allez, c'est pas très grave. Donc, il se joue uniquement à 2 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu, donc, chez Matago, un jeu de Emmanuel Briano, illustré par Samuel Bouvant. Voilà, donc, dans Tsujiki Market, achetez les meilleurs poissons mais ne laissez pas votre adversaire contrôler la balance. Oui, parce qu'il y a une espèce d'équilibre de balance, donc je vais pas pouvoir vous en dire plus parce que je ne sais pas exactement les règles du jeu. Encore une fois, je n'y ai pas joué, mais ça me donne envie de jouer pour faire ces enchères avec cette espèce de Shifumi que je trouve plutôt rigolo pour une partie d'environ 10 à 15 minutes. Donc du coup, je le mets dans ma wishlist. Voilà. On a fait le tour pour la sélection des sorties de la semaine. Vous voyez que vous pouvez donc tenter de gagner Opération Zèbre sur MyLudo. Donc on a parlé de Civolution, de Conservas. Alors il y a d'autres jeux, hein, vous voyez, Crack Story, Cthulhu, Sombre Providence. Il y a un jeu de cartes Ding. Qui est un jeu de Défausse, donc le fabuleux Double Seven, le Arrivé de nulle part, Haru Ishiban, Heroes Love to Lie, je ne sais pas ce que c'est, Le Souvenir du Protecteur, bon c'est un jeu de rôle, le Petit Nut chez Nano Game, le Opération Zèbre, chez Okaluda il y a Queen Marie-Antoinette qui avait l'air d'être plutôt intéressant, mais j'ai pas trop compris les mécaniques. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé, mais en tout cas voilà. À voir, à surveiller pour le Queen Marie-Antoinette, le petit Tsukiji Market. Bon, ça, je ne connais pas. Des livres de JDR. Ah, j'aurais pu vous parler de Solstice, Fireflight, hein, la petite extension booster de Solstice. Mais je ne sais pas ce que ça apporte en fait. Je me suis pas forcément intéressé chez les Lumberjacks, Bruno Catala et Corentin Lebras. Ils ont pas mis l'illustrateur, mais c'est quand même Gorobei. Bon voilà, Solstice, j'ai fait quelques parties. Moi j'aime bien, mais Anto des jeux de livres, il l'aime un peu moins. Donc c'est pour ça qu'on n'y joue pas spécialement. Bon, du coup, l'extension, peut-être que je n'irai pas forcément dessus.
Voilà, mais bon, si vous aimez Solstice, je pense que vous savez déjà qu'il y a une extension qui sort. Alors vite fait pour revenir en arrière, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de sortie de jeux de société le samedi matin, puisque voilà. Agent Avenue est disponible depuis la fin mars, hein, ce très très bon jeu à 2 joueurs principalement, mais qui se joue également à 4 joueurs. Une espèce de attrape-moi si tu peux, où tu vas proposer des cartes à la façon dont I Split You Choose, c'est-à-dire que je vais te proposer une carte face cachée, une carte face visible, tu vas en choisir une, l'autre c'est moi qui vais la prendre, et ces cartes-là donnent des informations de déplacement sur un tout petit plateau, et suivant le nombre de cartes tu as identiques dans la même qui portent le même nom, tu vas plus ou moins avancer, le but étant tout simplement de rattraper physiquement là ton adversaire sur le plateau. C'est tout con, c'est tout simple, ça marche plutôt vraiment pas mal, les illustrations sont superbes. Ça c'est pareil, Agent Avenue c'était vraiment une grosse hype au niveau du salon des scènes de l'année dernière, et c'est confirmé tellement c'est efficace. Le petit Archmallow qui est un jeu dans la mécanique du jeu du Dutch, c'est-à-dire où je vais avoir des cartes face cachées devant moi. Pardon. Le but étant d'avoir le moins de points possible, tout simplement en révélant des cartes, en faisant des actions, en échangeant des cartes. C'est pas le ski-jo, c'est pas le jeu du golf, mais ça se rapproche un petit peu le jeu du Dutch, c'est-à-dire que on avait vu ça avec Cabot, par exemple, et un peu plus récemment avec Top Chocotte, voilà, donc Archmallow qui propose un petit peu cette même mécanique, mais toujours un petit peu revisitée. Les illustrations sont rigolotes, les petits effets sont assez classiques. C'est une mécanique qui fonctionne très très bien, donc voilà, si vous aimez les jeux à la Cabot et à la Top Chocotte, vous pouvez aller sur Archmallow, vous allez avoir un petit peu les mêmes sensations, mais toujours avec des petits twists, des petites mécaniques un petit peu différentes, ce qui permet de renouveler toujours un petit peu ces mécaniques là. Comme Sail Away que je n'ai pas encore joué, bientôt, parce qu'il me donne très très envie. On va juste ouvrir la fiche pour voir donc c'est un jeu de Daryl Shaw et illustré et Sahashi, et illustré par Takako Takarai. C'est un jeu donc édité par Sahashi et Sahashi, voilà. Et ça, c'est les jeux japonais avec ces célèbres illustrations comme ça qui me donnent très très envie. Ça, j'espère qu'on va y jouer bientôt. Ironwood, vite fait aussi chez Super Meeple, hein, c'est ça, ouais, ok. Donc qui se joue exclusivement, enfin à 1 ou 2 joueurs, un jeu d'affrontement où un joueur va incarner. Les joueurs vont incarner 2 peuples différents qui vont avoir une asymétrie, qui vont pas avoir les mêmes objectifs, qui vont avoir quand même une mécanique assez similaire, pardon, pour pas avoir trop d'asymétrie, mais vraiment les 2 joueurs vont s'affronter pour avoir des objectifs, enfin, qui ont des objectifs différents, ils vont s'affronter pour tenter de les réaliser. J'ai pas eu accès à ce jeu-là, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Peut-être que j'y jouerai un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Déjà, les illustrations et l'univers est assez intriguant. Ça donne envie d'y jouer. Bon, ben on verra, on en reparlera peut-être un jour. Borsi Cocotte qui est sorti donc à la fin du mois de mars. J'ai joué, j'ai pas spécialement accroché. J'ai trouvé ça un petit peu pas très clair, tordu. Alors bon, après... on n'a pas eu les règles du jeu d'un animateur ou d'une personne chez Ravensburger, on a fait ça entre nous, on est peut-être passé à côté, moi voilà, moi en tout cas ça m'a pas spécialement plu, mais je sais que sur Instagram, Louis par exemple, hein, que je salue, a beaucoup aimé, donc il m'a dit que lui, Ludox, il avait beaucoup aimé Boursi Cocotte, il s'était vraiment bien amusé, ça l'avait vraiment fait rire, cette espèce de jeu, en fait c'est ce jeu de bourse hein, où tu vas faire des enchères pour gagner des tableaux, ces tableaux qui vont te permettre de rapporter des points. Bon, moi j'ai pas spécialement accroché. Voilà. La track que je n'ai pas encore joué, il va falloir absolument qu'on y joue hein, dans ce jeu-là où on va tenter de retrouver à travers le monde des nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour tout simplement les chasser. Donc la thématique un petit peu particulière, mais ça donne quand même envie d'y jouer. Lacuna, j'en ai fait la review sur Instagram, ce très très beau jeu abstrait à 2 joueurs. On va récolter des fleurs sur ce très beau tapis de jeu en tissu avec ses fleurs en bois et ses jetons en métal.
Mythical, voilà, bon, une petite déception, c'est pas fifou, même si c'est très très joli. Un petit jeu on va dire, de prise de risque et de collection de cartes. Bon, c'est pas terrible. Moi, j'ai pas spécialement accroché. Salfjord, qu'on m'a prêté, que je vais pouvoir jouer bientôt, et vous en faire un petit retour. Voilà, on va peut-être pas aller plus loin pour les sorties de la semaine et de quelques temps en arrière. Tiens, on peut citer quand même le petit Daydream de ce Roll and Write, qui est plutôt pas mal. Le Finchpan qu'on voit derrière moi, Pimoshi, tout ça, je pense que je vous en ai déjà parlé. Le Zénith que j'ai pas du tout aimé. Voilà, ça c'est dit. Et comme d'habitude, je vous propose de regarder un petit peu dans le rétro. Qu'est-ce qui est sorti il y a un an? Eh bien, figurez-vous que il y a un an est sorti le petit Tritopia qui est là. Il est toujours dans la ludothèque, malgré la note de 5 que je lui avais mis à l'époque d'un débrief ludique. De 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20-30 minutes. Sorti donc en avril 2024. Tritopia, c'est un jeu donc de Florian Siriex, illustré par Laura Bevon, qui est donc sorti chez Funny Fox. Dans Tritopia, on va tenter de réaliser des petits objectifs avec des cartes. Moi, ça m'a pas spécialement convaincu parce qu'en fait, je me suis senti trop frustré, trop contraint en fait. Et c'est un petit peu le principe du jeu, c'est-à-dire que on a toujours 3 cartes. Enfin, on a 3 cartes devant soi. Ces cartes sont des arbres. On va tenter de réaliser un espèce de paradis d'arbres au centre de la table pour marquer des points, mais principalement c'est nos 3 cartes qu'on a devant soi. À mon tour de jeu, je vais prendre une carte qui est disponible sur l'espèce de rivière qui est là, et je vais l'ajouter à mes cartes pour tenter de réaliser ces objectifs. Mais les objectifs, ils sont signalés en fait en bas de la carte. Là, l'objectif de celle-ci, ça veut dire d'avoir 3 points, 3 soleils sur chaque carte. On voit pas bien, mais il y a la représentation de mes 4 cartes. Avec 3 soleils dessus. Les soleils, c'est ce qui est indiqué ici. Donc là, on voit qu'il y en a déjà une avec 3, une deuxième avec 3 et une troisième avec 3. Il faudrait que dans la rivière de cartes, j'ai une carte qui me dit qu'il y a 3 soleils. Par exemple, il me semble que celle-ci, il y a 3 soleils. Donc je prends cette carte-là, je l'ajoute à mes 3 cartes. L'objectif de cette carte-là est validé. Eh bien, cette carte-là, je vais la mettre dans espèce de... C'est pas un cimetière, mais un paradis ou je sais pas quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Un jardin, ouais, mais c'est ça. Il y a une notion un petit peu plus, ouais, parce qu'on va essayer de les sauver de la terre qu'ils ont. Ouais. Bref, il va dans le jardin. Et ça va donc faire marquer 4 points de victoire, plus à l'endroit où je vais le positionner dans le jardin en fonction des adjacences d'arbres. C'est défini par cette carte-là en haut. Si je pose un arbre bleu à côté d'un arbre vert, par exemple, comme ça va me faire marquer un point supplémentaire. Donc si j'ai un arbre bleu, je vais essayer de le mettre à côté d'un arbre vert, par exemple, à côté d'un arbre comme ça. Mais là, c'est une fin de partie puisque le jardin, il est complet. C'est un carré de 3 par 5. Voilà, donc vous avez compris le principe, c'est que je vais prendre une carte pour tenter de réaliser un objectif. Là, ça va, puisque je vois que j'ai une carte là qui apparemment me rapporte 3 soleils, donc si je la pose ici, je valide cette carte-là, et je me retrouve donc du coup avec de nouveau 3 cartes. Mais c'est pas forcément évident, parce que là, par exemple, vous voyez, cette carte-là me dit que l'objectif c'est d'avoir 4 arbres avec une seule goutte d'eau. Donc là, j'en ai déjà 2, donc ces 2 cartes ne me serviront pas pour cet objectif-là. Donc il va falloir changer. Je vais échanger une carte pour avoir une autre carte, etc., etc. Au bout d'un moment, peut-être que la carte que je voulais, eh bien, elle n'est plus disponible parce que mon adversaire l'intéressait plus. Donc, ça marche très bien, il n'y a aucun problème dessus, mais moi, perso, ça me frustre, ça m'énerve de pas pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Voilà. Mais ça marche bien, hein, il y a aucun problème. Mais il y a des fois des parties, c'est très compliqué. Des objectifs, il y en a. Là, je vous montre au niveau des soleils et des gouttes d'eau, mais il y a également en fonction des types d'arbres. Il y a plusieurs types d'arbres. En fonction également des types de terrain. Là, on voit qu'il y a le type de terrain jaune. Donc le désert. Là, il y a le terrain violet toxique. Là, il y a le désert, le terrain enneigé. Il y en a plein d'autres. Hein.
Enfin, il y en a plein d'autres. Non, il y en a 4, je pense. Hein. Et donc, il y a 4 types de terrains, il y a 4 types d'arbres. Il y a également les soleils, il y a également les l'eau, il y a également des scoring avec, enfin, les objectifs avec les points de victoire. Par exemple, il faut que dans mes 4 cartes, les points de victoire ne fassent plus de 10 points, par exemple. Quelque chose comme ça. Ou alors qu'avoir que de tel type d'arbre, etc., etc. Donc voilà. Moi, j'avais mis 5 parce que ça m'avait pas spécialement convaincu. Mais en tout cas, il est toujours dans la ludothèque parce que ça nous est arrivé de le ressortir et de le proposer de temps en temps. C'est une mécanique qui fonctionne très bien. C'est juste mon goût personnel. En fait, j'avais pas spécialement trop accroché. Il y a un an est sorti également Chocomino, ce jeu que moi, vous avez vu, j'ai mis un 8 sur ma Ludo. Pardon. Malheureusement, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui ont, j'ai l'impression même, descendu et cassé le jeu. Ben pour moi, Chocomino, c'est un jeu qui marche plutôt bien. Hein. Ben, la preuve, je lui ai mis un 8. C'est un jeu dans lequel les joueurs, en fait, vont tenter de réaliser des zones avec leur chocolat. Chaque joueur va avoir un chocolat bien particulier. Donc, soit le chocolat noir avec les amandes, soit le chocolat blanc avec les éclats de cookies, soit le chocolat au lait avec le caramel, ou soit le chocolat, je sais plus, il y en a que 3 ? Je me souviens plus. Bref. Chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait. Ouais, je crois qu'il n'y en a que 3. Bref. Donc chaque joueur va faire ça. Donc à mon tour de jeu, ben, je vais avoir des tuiles comme ça, des dominos en fait, qui représentent, je sais pas si on voit bien. Au final, ben, peut-être que je vais me mettre ici, hein, tout simplement. Voilà. Chaque joueur va avoir des tuiles comme ça. Donc et ces tuiles là, vous voyez, c'est ça. Et donc on va tenter de les positionner sur l'espace au centre de la table, qui est commun, c'est-à-dire que tous les joueurs vont mettre leurs tuiles domino au centre de la table pour créer eh bien ce qui pourrait ressembler à ça. Et tout simplement, là, le joueur blanc, on voit qu'il a une zone avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 chocolats de sa couleur. Et là, celui qui a le chocolat au lait avec de caramel, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc plus on va avoir de zones plus grandes, plus on va marquer de points, tout simplement. Et le but, ça va être donc de créer ces zones à sa couleur, en tout cas à son goût de chocolat, la plus grande, en essayant tout simplement de gêner les adversaires, en sachant qu'on a des petits jetons comme ça qui va nous permettre de mettre une tuile par-dessus ce qui est déjà positionné. Donc on va pas pouvoir le faire tout au long de la partie, on ne va pouvoir le faire que 3 ou 4 fois suivant le nombre de joueurs, il me semble. Donc là, par exemple, ce jour-là, qui a les cookies, hein, donc qui a le chocolat blanc, eh bien, il a positionné une tuile par-dessus, donc ça va lui permettre d'agrandir sa zone de chocolat blanc, et peut-être que en dessous, cette tuile-là, il y avait des zones de chocolat au lait avec du caramel. Donc peut-être qu'il a recouvert des zones de ses adversaires pour les embêter et lui permettre en fait de augmenter sa propre zone. C'est tout simple, ça marche plutôt vraiment même très bien. Moi j'ai trouvé ça très malin et eh bien il est toujours en fait voilà dans la ludothèque Chocomino. Vous attendez pas à quelque chose de révolutionnaire, hein, c'est de la pose de tuiles et on va dire créer des zones la plus grande possible. Et bien pour moi ça fonctionne, c'est ultra simple, c'est immédiat. Et pas besoin d'aller chercher bien plus loin. La thématique est originale, c'est du chocolat. Voilà, nous dans notre coin on pourrait appeler ça du Toulon puisqu'on est à côté de l'Espagne. Ça fait un petit peu penser à ça. Donc c'est un jeu qui est édité par Foxmind, un jeu de Stephen Müllerhauser et illustré par Bernard Kummelmann. C'est distribué et localisé en français par Asmodée. Voilà, par exemple, là, on pourrait voir sur cette magnifique nappe, on pourrait voir une fin de partie où tous les joueurs ont joué toutes les tuiles. Donc là, vous voyez, celui qui joue le chocolat au lait, là, il a une espèce de grande zone. Celui qui a le chocolat noir aussi, quand même, là. Donc les diagonales, ça marche pas. Mais celui qui a le chocolat noir, il a plutôt une grande zone. Chocolat blanc, il s'est plutôt agrandi ici. Donc on va tout simplement compter les points des tuiles. Du coup, ça me donne envie d'y rejouer. Je pense qu'on va faire une petite partie à la fin du live, tiens, parce que je trouve ça tellement simple et efficace que voilà, c'est très très accessible.
Voilà, donc Chocomino, c'est sorti il y a un an, c'est un 8. Si vous aimez les petits jeux de pose de tuiles, de polyomino et de création de zones, ça marche plutôt pas mal. Et il y a un an est sorti les Aventuriers du Rail Paris dans la gamme des Aventuriers du Rail Ville aux alentours de 22 €. La différence avec un Aventurier du Rail sur les boîtes villes, les petites boîtes comme ça, il y a eu London, il y a eu San Francisco, il y a eu Amsterdam, il me semble, voilà. Et c'est que c'est des Aventuriers du Rail qui sont avec des mécaniques identiques, mais beaucoup plus nerveux, ramassés et rapides. Et ça, j'aime beaucoup. Vous voyez, 10-15 minutes de partie. Donc on est sur les mêmes sensations dans un Aventurier du Rail classique, mais plus court. Et donc plus nerveux. Et ça, j'aime beaucoup. Dans cette boîte-là, Paris, ville, la différence, le petit twist, c'est que on va donc, dans une mécanique très simple des Aventuriers du Rail, on va dépenser des cartes de couleurs pour positionner nos wagons sur la carte. Donc là, des Aventuriers du Rail, il y a le tramway, il y a le bus, il y a le métro, il y en a d'autres, etc. Il y a même des taxis, il me semble. Mais la particularité, c'est que les routes qu'on va prendre, si par exemple je dépense des cartes bleues pour mettre mes wagons sur une route bleue, eh bien je vais pas défausser mes cartes. Je vais garder une carte. Mais attention, il faut que les cartes que je garde, ça ne fait uniquement partie que des bleus, des blancs et des rouges. Bleu, blanc, rouge, c'est le drapeau français. Donc à chaque fois que je vais créer une route, en tout cas je vais dépenser mes cartes sur le blanc, le bleu et le rouge, je vais garder une carte de cette couleur là plutôt que de le défausser. Et une fois que je réussis à avoir 3 cartes, bleu, blanc et rouge, eh bien je ne sais plus ce que ça donne. D'ailleurs quoi? Des points tout simplement, voilà. Je me suis lancé dans un truc et j'avais complètement oublié ce que ça rapportait. Eh bien tout simplement ça va nous permettre de rapporter des points en plus. En ce moment-là, je défausse mes 3 cartes bleu, blanc, rouge et je peux tenter de recommencer une nouvelle, on va dire, collection de 3 cartes. C'est plus ou moins la seule chose que ça va changer, mais voilà, les Aventuriers du Rail, j'aime bien. On est en train de faire une campagne justement des Aventuriers du Rail Legacy. Je pense qu'il nous reste que 2 parties avant de la finir. Mais sinon, les Aventuriers du Rail classique, bon, j'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère. Vous voyez d'ailleurs là, je lui ai mis un 5. Hein. C'est peut-être un petit peu... on va le monter à 5,5 parce que depuis j'y ai rejoué quand même. On y a joué avec les collègues, hein, donc avec mes collègues qui ne jouent pas spécialement. Ça marche plutôt bien. Mais je préfère en fait les boîtes villes qui sont, je le répète encore une fois, qui sont plus nerveuses et plus rapides. Qui donc voilà propose un challenge un peu plus, on va dire, immédiat que les boîtes des Aventuriers du Rail classiques. Voilà pour les sorties de la semaine et les sorties d'il y a un an. Est-ce qu'il y a des jeux, vous, de votre côté, qui vous intéressent, auxquels vous avez joué ou pas, et auxquels vous avez envie de jouer ou que vous avez déjà joué, etc. Et salut Max, je t'avais pas vu arriver. Coucou. Donc tu nous dis Chocomino, j'avais oublié son existence. Ouais, ben non, pas moi. Hein. Il est toujours pas très très loin en fait. Hein. Même si on le ressort pas forcément souvent. On peut le ressortir de suite instantanément. Les règles, on les a pas oubliées et ça marche bien. J'aime bien jouer là avec cette mécanique de pose de domino pour embêter ses adversaires, créer ses zones, etc. Et oui, j'avais mis que 5 aux Aventuriers du Rail Paris. Ouais, c'était un petit peu sévère, du coup j'ai rajouté un demi-point. Allez. Mais bon, voilà. Comme je disais, les Aventuriers du Rail, moi, c'est pas non plus un jeu super fifou pour moi. Hein. J'aime bien. Les Aventuriers du Rail Legacy qu'on est en train de faire, c'est vraiment parce qu'on est toujours en train de faire justement cet esprit de campagne où on est toujours avec les mêmes joueurs et au fur et à mesure du jeu, les règles changent, il va y avoir des trucs en plus, des trucs en moins. Enfin, c'est vraiment l'esprit du Legacy. Mais sinon, les Aventuriers du Rail, bon, bah, tu vas piocher des cartes ou tu vas défausser des cartes pour poser des trains. Tu vois, c'est pas...
Mais bon, la Legacy est quand même pas mal et les boîtes villes sont plus punchy, on va dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à marquer un petit commentaire. C'est enregistré sur Twitch tous les samedis matins pour les sorties de jeux de société et retransmis sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et regarder sur Twitch pour venir discuter en même temps que nous. Il y a également le lundi soir sur Twitch et sur YouTube en replay, où le lundi soir, en fait, on parle des jeux auxquels j'ai joué, donc sur la semaine. Sinon, je suis Florent le Meeple Vert sur Instagram. Tous les jours, des stories de partage et découvertes, et également des reviews de jeux de société. Je vous souhaite... Quoi ? J'ai un petit message. Alors Max, pour conclure, un jeu que je veux tester, c'est Haru Ichiban, et qui va sortir fin avril, dont je n'avais pas entendu parler. Eh bien écoute, oui, on en a parlé en fait. On va juste revenir, tu vois, c'est celui-là. Mais il est sorti en fait. Il est disponible depuis hier. Haru Ichiban, qui est un jeu donc de Bruno Catala, illustré par Vincent Dutré, édité par Offline Edition, dans une édition vraiment top, hein, puisque c'est dans une boîte cylindrique en métal avec un tapis de jeu en néoprène et des jetons en acrylique. C'est ultra qualitatif, donc c'est du Bruno Catala, donc au niveau de la mécanique, je pense que ça doit quand même pas mal tourner. C'est du jeu abstrait, ou dans lequel les deux joueurs, parce que c'est un jeu uniquement à deux joueurs, vont tenter de réaliser des motifs, des patterns pour marquer des points. Il y a une notion de valeur d'initiative, c'est-à-dire que suivant l'initiative de ta fleur que tu choisis, je rentre pas dans les détails plus, mais c'est toi qui vas faire telle ou telle action, l'autre joueur va faire du coup d'autres actions dans le but de marquer des points en réalisant des formes avec les petits nénuphars qu'on va positionner sur le plateau de jeu. Voilà, donc ouais, effectivement, c'est comme je disais, ça sort de nulle part. Je l'ai pas vu arriver. Je l'ai vu juste hier ou avant-hier quand je commençais à préparer ce live. Ça donne plutôt envie. Il parle de l'île des maudits. L'île des maudits. Alors c'est... Mais on n'était pas en train de parler de Haru Ibashi ? D'accord. Alors Haru Ibashi, ça c'est sorti. Ok. L'île des maudits, je ne sais pas ce que c'est. On va peut-être aller jeter un petit coup d'œil vite fait. Hop. Alors, l'île des maudits, c'est... Oui, mais c'est pas grave. Ah, pas besoin de me voir en gros, c'est ça que vous voulez dire ? L'île des maudits, peut-être comme ça ? Ah ouais. Chez Matago. Ah, un jeu où on va écrire sur des tuiles, des hexagones, et qu'on va peut-être poser face cachée. C'est rigolo ça. Alors, guidez votre équipe d'aventuriers en choisissant les meilleurs mots. Donc, on a des cartes objectifs comme ça peut-être. Attention aux pièges et aux malédictions, les mauvais indices pourront vous être fatals, alors que de bons indices mèneront vers les trésors et la victoire. Mode coop et compétitif. D'accord, ok, tu vois, chez Matago, j'en ai pas entendu parler. De 10 joueurs, 20 minutes de partie à partir de 10 ans. Ok, ça a l'air d'être plutôt rigolo, ce jeu d'aventure et de mots. Et on va tenter de faire deviner des indices avec des mots. Ok, il y a quelque chose qui a l'air plutôt pas mal en fait, sorti le 25 avril. Ben écoute, je vais me le mettre dans ma wishlist pour pouvoir le surveiller, voir ce que ça donne. Danilo Valente, Rodrigo Rego et illustré par Aeron NG chez Matago. Bon, à suivre. Eh bien en tout cas, merci pour l'information Max.
Voilà, on a fait, là cette fois-ci on a fait le tour même, on est allé un petit peu plus loin, puisqu'on est allé un petit peu sur fin avril. Donc je disais merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, YouTube, Twitch, Instagram, comme d'habitude, le pouce en l'air, le like, le follow, etc., etc. On se retrouve donc pour le prochain live Twitch lundi 20h pour le débrief ludique. Tout le reste de la semaine c'est sur Instagram, story, review de jeux de société. N'hésitez pas à liker, follow et mettre un petit commentaire. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. On se retrouve très bientôt. En attendant, amusez-vous bien. Salut!